Bienvenue à cet autre numéro des grandes rencontres de Joël Etienne. Nous avons l'habitude de rencontrer des hommes politiques, des sportifs de haut niveau, mais aujourd'hui notre invité est tout particulier parce que c'est un grand animateur de la société civile. Il est pharmacien de formation. Au lieu de rester dans son officine pour fabriquer ses médicaments, notre invité qui s'appelle Mousso Ambroise a créé une fondation pour s'occuper de la paix et du développement. Il est ivoirien. Nous lui disons bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, docteur, tout à l'heure, je viens de le dire, vous êtes pharmacien. Pourquoi vous n'êtes pas resté à la pharmacie? Et puis, vous avez fait ce grand bond pour vous occuper de la société civile, surtout de la paix et du développement. En réalité, le pharmacien doit être une personnalité sociale. Parce que dans la pharmacie, il y a ce qu'on appelle l'humanisme. Pourquoi? Parce que lorsque nous prêtons serment, notre serment nous dit clairement que nous devons respecter la dignité humaine. Et respecter la dignité humaine, c'est donner de son amour, c'est de contribuer au bien-être de cette population. Donc, je pense que mon sacerdoce, qui était d'être pharmacien, me contraint à être vraiment un homme du social. Depuis quand existe votre fondation, la paix et le développement? La fondation existe depuis le 7 mars 2019. Avant cette fondation, nous avons créé une ONG, une organisation gouvernementale qu'on appelait ONG Action sur la paix, en novembre 2015, qui était axée principalement sur du social. Et puis, à l'avènement de l'ODD, de l'objectif de développement durable, nous avons dit pourquoi ne pas créer une fondation pour amener, ne pas d'apporter nos modestes contributions à l'atteinte de l'objectif 16, 2016, qui est résumé en ces termes: paix, justice et institutions efficaces. Parce que notre objectif, c'est de promouvoir des sociétés pacifiques, ouvertes et inclusives. Alors, quel bilan vous pouvez, à mi-parcours, nous faire aujourd'hui? C'est un bilan pour nous positif. La preuve, nous avons été désignés lauréats du prix national d'excellence du meilleur artisan du pays de cohésion sociale. Cela veut dire et que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, avec son gouvernement actuel, ont vu aux activités de la Fondation Dr Mousso pour le développement une qualité au fin vraiment de promouvoir la paix, la justice et les institutions efficaces, et surtout œuvrer pour le bien-être des Ivoiriens. Donc nous pensons que notre objectif est d'être atteint, surtout avec ce prix que nous venons d'avoir. Et vous avez été aussi primé à Kigali? Oui, j'ai été primé aussi à Kigali en 2019, je pense bien, comme meilleur artisan africain des œuvres au profit de la paix. Et au sortir de là, nous avons été faits ambassadeurs de l'ONU au travers de l'Organisation internationale pour l'action de la paix, ambassadeur de l'ONU, ambassadeur de paix, et je pense qu'au-delà même de Kigali, nous avons eu beaucoup de prix. Mais pour ne citer que le prix de Kigali dont vous voulez parler, en qualité de meilleur artisan africain pour les œuvres de la paix. Docteur Mousso Ambroise, logiquement, vous êtes abbé d'Agboville, et fort heureusement ou malheureusement, vous avez choisi de vous faire adopter à Boaké. C'est quoi tous ces sauts-là dans votre vie d'Agboville, Boaké? Et Boaké semble vous accompagner de manière bénéfique dans tout ce que vous entreprenez. Pourquoi Boaké? Alors, pourquoi Boaké? Il faut déjà dire que mon père personnel, qui était cheminot, est arrivé à Boaké avant les années 1960. Et pour la plupart de mes frères et sœurs, nous sommes nés à Boaké. Et moi, particulièrement, j'ai fait l'école primaire à Boaké, j'ai fait l'école secondaire à Boaké. Et c'est à Boaké que j'ai retrouvé même ma compagne, qui aujourd'hui est mon épouse. C'est à Boaké que j'ai eu toute mon enfance, en fait, tous mes amis d'enfance. Et en réalité, Boaké m'a tout donné, et c'est à moi de donner tout à Boaké. C'est pourquoi, lorsqu'il y a eu la crise en 2002, je me suis dit, partir de Boaké sans retourner en tant que modèle de jeunesse, c'était dire que la guerre avait choisi peut-être de bonnes choses, et c'était pour moi
ne pas donner l'espoir à des milliers d'Ivoiriens à retourner sur Boaké, parce qu'ils ne fallait pas abandonner Boaké. Donc je suis retourné à Boaké, où j'ai racheté une pharmacie, la pharmacie Concorde, qui est vraiment la pharmacie de tout le monde. Et pour moi, une fois à Boaké, il fallait aussi être en contact avec la population. Un point de population pour les amener vraiment à avoir l'espoir de vie. Alors, Boaké est a un sens très aigu aujourd'hui dans le développement sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Ils ont failli même faire de Boaké la capitale de la rébellion. Mais comment vous avez pu y vivre jusqu'à ce que, aujourd'hui, ensemble avec les autres, vous ayez tout remis à Boaké pour que Boaké soit Boaké, la deuxième grande ville ivoirienne? Moi, c'était une contribution, moi je pense, qui nous a été inspirée par Dieu. On ne devait pas abandonner Boaké. Boaké la rebelle, comme on le dit, devait être forcément la Boaké la belle. Aujourd'hui, grâce à l'implication du ministre Amadou Koné et bien d'autres cadres, nous sommes en train d'amener Boaké, et comme on le dit bien, Boaké nouveau, pour que les Ivoiriens comprennent que notre Boaké est et demeurera vraiment la capitale de la paix. Donc c'est pourquoi nous ouvrons à cela et nous participons activement à cela avec le ministre Amadou Koné, son conseil municipal et d'autres autorités, ainsi que moi. Nous faisons tout pour que les gens sentent que Boaké est la ville où il fait bon vivre. Aujourd'hui, le concept de Boaké nouveau amène les Ivoiriens à croire à Boaké. Il ne fallait pas abandonner Boaké, il fallait y être, il fallait développer des actions sociales pour montrer aux uns aux autres que Boaké, la rebelle, peut être Boaké la belle et Boaké de aujourd'hui, Boaké la belle. Avant les incidents, il y avait des symboles à Boaké. La piscine de Boaké, le carnaval de Boaké, Gonfreville. Que sont-ils devenus, ces symboles? Aujourd'hui, avec le ministre Amadou Koné, dans son projet de développement communal, la piscine est en train d'être rénovée. Je pense qu'elle sera encore plus grande, elle sera encore plus belle, elle va accueillir encore beaucoup plus de personnes. À l'image des piscines de Jeux Olympiques. Effectivement. Donc le financement est bouclé et que donc je pense que l'inauguration sera faite dans les années à venir, ou peut-être dans les mois à venir plus tôt. Et puis pour le carnaval a été repensé par le maire Djibo, que je salue au passage, que j'appelle mon père politique, qui est maintenant le vénérable Djibo Nicolas, qui avait relancé Boaké, qui a fait de bonnes discussions effectivement du carnaval de Boaké, qui avait relancé le carnaval de Boaké. Et aujourd'hui, le ministre Amadou Koné et sa municipalité, son conseil municipal, sont en train de donner encore une autre vision à ce carnaval-là. Je pense que... il va revenir? Qui revient. Je pense que d'ici 2026, vous aurez un nouveau carnaval plus enthousiaste, plus gai et qui va faire venir effectivement beaucoup de personnes de Cap-Vert et d'autres continents. Brésil. Du Brésil, tout ça. Et maintenant Gonfreville. Le Gonfreville, vous savez, Gonfreville, en vrai dire, n'avait plus la capacité d'être une usine textile parce que le monde a changé. Le 25 janvier, si ma mémoire est bonne, il y a eu un forum investi à Boaké qui a été initié par le ministre Amadou Koné. On a eu beaucoup d'investisseurs. Je vous dis aujourd'hui que ce que Gonfreville était, il y aura d'autres industries textiles qui seront peut-être 20 fois mieux que Gonfreville. Et c'est en cours. Il restera leur donner l'espace. Je pense que c'était déjà trouvé. Ils viendront construire les usines, former les jeunes, et ça va vraiment résoudre le problème d'employabilité à Boaké. Et chaque fois que vous parlez, vous faites référence au ministre Amadou Koné. Il est pour vous un symbole ou il est... Qu'est-ce qu'il est pour que vous ne prononciez des phrases sans dire son nom? Le ministre Amadou Koné, nous sommes rencontrés en 2016, lors des élections législatives. Nous sommes parlés, nous sommes compris, et il est aujourd'hui mon mentor. Il m'accompagne vraiment dans toutes mes décisions, et d'ailleurs, il est le président d'honneur de la Fondation Dr Zoublé pour la paix. Et j'ai senti en ce monsieur quelqu'un de généreux, de pragmatique, un grand travailleur. Et c'est pour nous un modèle. Et dans son programme Boaké Nouveau, nous prenons notre part active à cela. C'est pourquoi Boaké ne peut pas se développer
sans le nom du ministre Amadou Kone. C'est pourquoi quand on parlait de Bouaké, je me plais vraiment à prononcer son nom, parce qu'il faut dire que depuis qu'il est arrivé à Bouaké, Bouaké est en train de changer positivement. Donc c'est à nous de l'accompagner, de faire du Bouaké nouveau Nigérian. Quelles sont les actions que vous avez posées de manière humanitaire qui vous ont vous-même spécialement marqué au regard de la recevabilité de ceux à qui vous avez fait ces actions-là? Si nous ne sommes pas face à des caméras, je l'ai plus à l'aise de vous parler. Dites-nous, oubliez les caméras. Parce que, vous voyez, quand vous posez une action sociale pour le respect de ceux qui reçoivent vos actions, il est de nos devoirs spirituels de ne pas en parler. Mais je sais que beaucoup savent ce que nous faisons auprès des orphelins, auprès des veuves, auprès des indigents, des gens qui nous ont réveillés à des heures tardives, pour leur apporter notre appui financier, pour des césariennes, ou des personnes qui ont fait des accidents qui n'avaient même pas 5 ans pour faire leurs opérations, que nous avons accompagné, des enfants brillants qui avaient des parents un peu démunis, qui ne pouvaient même pas scolariser leurs enfants l'année suivante, que nous avons pris sous nos couverts et sous nos ailes et que nous scolarisons pendant près de 5 ans, pendant près de 10 ans, et qu'aujourd'hui ces enfants sont pour certains en Europe, pour d'autres au Canada et pour d'autres, pour certains encore en France. Je pense que ça, c'est des ménages qui n'avaient pas des vivres, mais qui ont reçu des choses pour nous, des personnes qui ne pouvaient pas avoir un abri parce qu'ils ne pouvaient pas payer leur loyer, qui ont eu des contributions de notre part. Et puis, nous avons agi dans plusieurs domaines tels que l'éducation, la formation, tels que l'agriculture, le sport, dans l'entrepreneuriat et dans le développement durable. Donc, on fait beaucoup d'actions. Je soutiens de 2012 jusqu'en 2024, il n'y a pas un week-end où la Fondation n'a pas posé un acte humanitaire. Il n'y a pas. Et la Fondation tire ses ressources de la recette de la pharmacie? Pas forcément. Vous savez, il faut être très bien organisé dans la vie. De 2005 jusqu'en 2019, j'étais employé dans un grand laboratoire qu'on appelle le laboratoire Pierre Fabre. Et au laboratoire Pierre Fabre, il faut que l'on dise, j'avais des ressources parce qu'il y a des primes. Et je prenais ces primes et que j'ajoutais à ces primes mes ristournes que j'obtenais des fruits de mes efforts au niveau de la pharmacie pour constituer un fonds. Et c'est ce fonds-là qui me permettait de faire une action sociale. La pharmacie a toujours bougé. Aujourd'hui, la pharmacie fait quand même une bonne croissance. Elle est devenue une grande pharmacie. Donc, si je prenais le reçu de la pharmacie, je vais avoir des problèmes aujourd'hui. Donc, il fallait vraiment être bien organisé. Voilà, et c'est ce que nous avons fait. Les primes de Pierre Fabre, les ristournes de nos fruits, avec des fruits de notre travail, ont constitué effectivement le principal capital, les ressources que nous avons payées à d'autres frais d'en bénéficier. Et dans l'élan, vous avez préféré être le PCA de votre fondation. Et vous avez légué la gestion courante à une nouvelle direction. Et vous jouez quel rôle maintenant au niveau de la fondation? Non, je reste toujours le PCA, je reste toujours le président du conseil d'administration. C'est un conseil d'administration que nous avons redynamisé avec de nouveaux membres. Nous sommes en train de recruter certaines personnes, mais c'est ouvert à des personnes vraiment des artisans de paix qui veulent œuvrer dans l'humanisme et dans la vie de tout le monde pour donner l'espoir aux gens. Donc, on attend. Et puis, il y a des personnalités qui ont joué un grand rôle dans la fondation. En venant injecter un peu de dons et... Non, pas forcément de leur savoir-faire, parce que pour beaucoup, ils sont donc trois, principalement, pour ne pas citer tout le monde. Il y a M. Ouattara Ali, qui était... Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Voilà, Ouattara Ali, il est aujourd'hui directeur régional au niveau du ministère de la Cohésion nationale, mais qui était d'abord mon directeur du protocole. Après, il est passé le directeur exécutif de l'ONG et aujourd'hui, il est le premier vice-président de la Fondation Dr Moussou pour le développement de la paix. Il y a M. Louvou Jean, un jeune pétri de qualité, qui aime bien les choses de la société civile, qui est aujourd'hui le directeur exécutif. Et M. Borne Poicou, un enseignant actuellement, qui est le secrétaire
général au niveau de la direction de l'enseignement de l'éducation nationale de l'alphabétisation à Boaké, qui lui nous a apporté son savoir-faire, son savoir-être, surtout dans la constitution des documents administratifs, mais aussi dans la formation. Et donc aujourd'hui, c'est lui qui est le directeur général du centre d'incubation de formation Unité de la paix. Parce que la Fondation a créé un centre d'incubation de formation Unité de la paix pour permettre, pour transformer le logiciel, pour ne pas changer la mentalité des gens, pour qu'ils soient des artisans de paix, des hommes de paix, mais des hommes surtout de cohésion sociale. Vous êtes cadre du RHDP. Oui, je suis membre du RHDP. Et comment le RHDP se porte à Boaké? Le RHDP se porte bien au regard des élections passées. Le RHDP a rappelé toutes les élections, aussi bien les élections régionales que les élections municipales et même les élections législatives. Le RHDP se porte très bien. Je peux affirmer ici que Boaké est le bastion du RHDP. Ah, donc il n'y a pas photo. Si demain, le RHDP vous cooptait à un poste électif, est-ce que Dr Mousso Ambroise serait à même de répondre favorable à cet appel de son parti? Monsieur Etienne, je vous confirme que cela sera la joie de toute la population de Boaké qui n'attend que ça. Les populations de Boaké, pour ce que j'ai entendu et pour ce que je sais, veulent que Dr Mousso soit leur porte-parole, soit au moins un de leurs représentants quelque part des instances effectivement de cette nation, parce que Dr Mousso est très proche de la population. Dr Mousso écoute et Dr Mousso résout les problèmes des uns des autres. Et Dr Mousso est accessible. Et ça, je vous assure que ça sera une joie immense pour les populations. Moi, je suis prêt, comme je l'ai dit. Je suis un militant discipliné. Je suis un militant qui est aux ordres du parti. Quand on me met en mission, je répondrai favorablement et on pourra me juger. Je suis prêt. Alors, tous les cadres veulent absolument que le président Ouattara soit encore candidat. Est-ce votre... Si ce n'est pas du civisme, est-ce que vous, en âme et conscience, vous pensez que le président Ouattara doit poursuivre ou bien qu'il a encore des gens autour de lui qui peuvent valablement le remplacer? À cette question, je réponds vraiment avec tout ce que je sais, avec franchise. La Constitution ivoirienne donne encore le droit au président Alassane Ouattara d'être candidat. C'est à lui de voir s'il doit continuer ou pas. Dans tous les cas, il a dit qu'autour de lui, il y a une douzaine de personnalités qui peuvent faire mieux que lui. Mais la réponse, franchement, la décision lui appartient. Mais moi, au regard de ce qu'il a fait pour ce pays, au regard de ce qu'il est pour ce pays, la confiance qu'il a à l'international, l'estime qu'il a dans son propre pays, je pense que si Dieu lui donne encore la force, il peut continuer. Qu'il continue directement ou qu'il continue indirectement, je suis conscient et rassuré que la Côte d'Ivoire va être bien avec Alassane Ouattara et toujours avec Alassane Ouattara. Mais quand même, quand on entend le RHDP parler, sans le président Ouattara, que deviendra le RHDP? Aujourd'hui, avec le leadership inspirant et éclairé du président Alassane Ouattara, il a su créer un esprit de bonne gouvernance. Et vous savez, quand vous êtes un chef de parti politique, il faudrait éviter que le parti ne vive que par vous. Et le président... Mais c'est ce qu'on ressent, hein, puisque le nom Ouattara est devenu quasiment un refrain. Vous ne pouvez rien faire sans dire son nom, comme si, ne disant pas son nom, vous commettiez une faute lourde qui risque même de vous ébranler. Ouattara à gauche, Ouattara à droite, Ouattara à gauche, Ouattara à droite. Vous savez, quand vous êtes fier de votre papa, c'est avec honneur et joie que vous dites son nom partout. Si nous disons le nom de son excellence, M. Alassane Ouattara, c'est parce que nous sommes fiers de lui. C'est parce que nous voulons marcher sur ses pas. S'il n'était pas quelqu'un de charismatique, s'il n'était pas un leader éclairé et inspirant, on n'aurait pas dit son nom. Parce que nous sommes convaincus que ce qu'il fait, si nous marchons sur ses pas, nous pourrons faire autant que lui. Et si Dieu nous inspire, peut-être faire mieux, nous pouvons faire comme il souhaiterait.
Donc nous aujourd'hui, parler de son excellence M. Alassane Ouattara, c'est ce qu'on a toujours fait, même quand au temps du Fobani, on parlait toujours du président Fobani parce qu'il fait des choses bien. Quand quelqu'un dans la vie fait quelque chose de bien, il est de notre devoir de parler de lui. Et je ne vais pas peut-être faire qu'est-ce qu'on dit, la démagogie de la langue. Démagogie, tout ça. Mais on parle de Jésus-Christ partout. Vous allez comparer M. Ouattara à Jésus? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je dis que lorsque vous avez un être, ou vous avez quelqu'un d'inspirant dans votre vie, vous prononcez son nom avec beaucoup de fierté et avec beaucoup de respect. Et je pense que si aujourd'hui au RHDP, on ne parle que à la nation Ouattara, c'est parce qu'ils sont fiers de lui. En tant que chrétiens, nous ne pourrons pas passer une prière sans évoquer le nom de Jésus-Christ. Et pour les musulmans, vous diront aussi, il ne faut pas faire la prière sans parler de Mahomet. Donc, pour dire, c'est parce qu'il y a des personnalités dans la vie que Dieu a inspirées et qui vous font plaisir et qui vous amènent vraiment à être vivés dans la vie que vous dites leur nom. Alors, pour RHDP, franchement, nous dirons toujours son excellence, M. Alassane Ouattara, parce que pour nous, c'était... Ça vous apaise? C'est une fierté pour nous. Ça vous fait cacher, ça vous cache beaucoup de vos carences, de ce dont on parle souvent de détournement. Donc quand vous dites le nom Ouattara, automatiquement, c'est comme une coupole, un parapluie. Ça vous met à l'abri de tout. Oui, non, non, monsieur Tien, il faut comprendre dans la vie des choses. Les gens sont ce qu'ils sont, même quand vous avez un enfant chez vous, que vous l'éduquez selon vos principes, l'enfant peut avoir des détourner de votre passé. C'est pas que je dis que vous n'êtes pas bon. Mais c'est à vous de vous recadrer. C'est ce que nous faisons. Tous ceux qui ont détourné, suite, et lorsque les audits ont révélé qu'ils sont détournés, vous avez vu qu'on a fait des sanctions envers ces personnes. Donc nous, on veut de la bonne gouvernance. On veut que tout ce que nous faisons soit dans le sens, effectivement, pour les Ivoiriens, pour le bien-être des Ivoiriens, parce que gouverner, en fait, la politique, c'est savoir gouverner, c'est gérer la cité au profit de la communauté, et il faut bien gérer. Donc celui qui, je ne sais pas, pour des raisons personnelles, n'est pas effectivement dans notre cadre constitutionnel, dans notre cadre de bonne gouvernance, mais nous l'estimons et nous menons de mieux. La preuve en est que si aujourd'hui on fait une bonne croissance, que la Côte d'Ivoire est bien vue à l'international, c'est parce qu'il y a des hommes qui travaillent bien. Voilà, il y a des ministres, on peut citer le nom, au-delà d'Amadou Koné, le ministre Demba Ngoupier, qui est cadre aujourd'hui de la région d'Amitiassa, qui est le ministre de la Santé, nous sommes fiers de lui, qui n'est pas de la santé, qui est l'ingénieur des travaux publics, mais ce qu'il fait de la santé, c'est une fierté pour nous. C'est une fierté pour nous. Moi, en tant que pharmacien, je suis content de parler du ministre Pierre Demba, parce qu'il apporte vraiment du développement dans ce secteur de santé. À peine nommé ministre en 2021, mais déjà en 2024, le bilan est positif. Les centres de santé ont été créés partout et puis nous sommes équipés. Le niveau du plateau technique aujourd'hui est excellent. Juste un exemple, au niveau du CHR de Boaké, il y a le service de neurochirurgie qui a des appareils de pointe qui est au niveau de la sous-région. Aucun service de neurochirurgie ne peut se comparer au service de neurochirurgie du CHR de Boaké. Vous avez des scanners, tout ça? On a tout ça. C'est vraiment du matériel de pointe et puis ça fait la fierté du chef de service qui est le professeur Aïdara et qui s'est battu pour que ce service soit ouvert. Mais aujourd'hui, c'est la fierté de la Côte d'Ivoire d'avoir ce service-là. Et ça, c'est sous le défi du ministre Pierre Demba, mais sous vraiment l'inspiration, on ne peut pas dire, de notre mentor, son excellence M. Alassane Ouattara. Est-ce que Boaké est complètement débarrassé des rebelles? Je préfère que vous posiez la question autrement. Est-ce que Boaké aujourd'hui est apte à faire une rébellion? Parce que c'est débarrasser des rebelles. Bon, oui, allez-y. Voilà. Répondez à cette belle question que vous avez formulée. Aujourd'hui, les raisons qui nous ont poussé à faire une rébellion n'existent plus. Nous sommes aujourd'hui déterminés à faire de Boaké la plus belle ville de Côte d'Ivoire en termes de développement, en termes de sécurité et en termes d'employabilité. Donc nous ne pouvons pas avoir cette envie d'atteindre ce objectif
et puis mettre en mal la sécurité ou mettre en mal la paix. Non, aujourd'hui, Boaké est une cité de paix. Et la preuve encore que je veux dire, c'est que c'est à Boaké que le meilleur artisan de paix de cohésion sociale a été privé. Donc, dire que nous, la rébellion est derrière nous. Nous avons tiré les conséquences de la rébellion et nous ne voulons plus vivre une rébellion. Et tous ceux qui sont venus et qui ont pris pour Boaké leur capitale en termes de rébellion, vous les avez tous extirpés. Contentés aujourd'hui, Boaké, on peut y circuler du matin au soir. Monsieur Thier, moi, d'abord, comme vous dites, extirper les rébellions, les rebelles de Boaké, moi, franchement, comme je n'ai pas pris part à cela, mais ce que je sais, il y a la sécurité à Boaké. Et les gens circulent librement à Boaké. Et aujourd'hui, tout le monde est unanime que nous pouvons être à Boaké jusqu'à 1h, 3h du matin sans problème. Ce qui n'est pas le cas en 2020. Pardon, ce n'est pas le cas en 2000. En 2002. Voilà. Mais c'est pour ça que nous sommes inquiets, que nous vous posons la question. Vous qui êtes un grand animateur de la société civile, c'était de bonne loi qu'au travers de votre expérience, vous rassuriez tous ceux qui nous écoutent que Boaké a repris, n'est-ce pas, son lustre d'attente et rempli, n'est-ce pas, sa fonction de la deuxième grande ville ivoirienne. Oui, je suis rassuré. Moi, je pense sur des indicateurs. Vous savez, avant la crise, on était peut-être à 600 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à près de 2 millions d'habitants. Les hommes n'habitent pas les lieux où il y a des désordre. Les gens ne vont pas habiter des lieux où il y a de la sécurité. Les gens habitent des lieux où il y a la sécurité, où il y a des offres d'emploi, où il y a la possibilité, effectivement, de bien se sentir. Aujourd'hui, nous sommes près de 2 millions à Boaké. Aujourd'hui, vous arrivez à Boaké, il y a aujourd'hui des embouteillages à Boaké. Les routes beaucoup de voies ont été bitumées. Aujourd'hui, nous avons le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest qui est construit à Boaké. Nous avons, grâce à l'autoroute, aujourd'hui, vous pouvez accéder à Boaké en moins de 3 heures. Donc, nous sommes pratiquement aussi une ville portuaire. Donc, il y a ces éléments-là montrent qu'aujourd'hui, Boaké est un carrefour. Et moi, je vous le dis, et là, je rassure tout le monde, qui pense que Boaké a changé, Boaké a changé, mais Boaké a changé positivement. Ceux qui ont quitté Boaké, je leur demande de venir à Boaké, ils seront surpris agréablement. Boaké est, par définition étymologique, une ville de Baoulé. Est-ce qu'ils y sont encore? Oui, les Baoulés sont. Les Baoulés sont là. Ils n'ont pas été phagocytés par ce qu'eux-mêmes ils appellent la CEDEAO, c'est-à-dire tous les étrangers qui viennent du Burkina, du Mali, du Niger, et tous, on dirait que c'est d'abord à Boaké, ils descendent avant de se diriger vers une autre cité. Ce qui a effrayé beaucoup les ressortissants de base qui sont les Baoulés. Ils sont toujours à Boaké. Mais je n'ai pas vu des Baoulés en train de prendre le bagage pour sortir de Boaké par ailleurs. Ils sont à Boaké, ils sont dans leur village, ils sont avec nous. Ils prennent part à toutes nos activités, les Baoulés sont là. Vous allez dans le petit marché de Coco, c'est les Baoulés, vous partez à Onyosu, c'est les Baoulés, vous partez à l'Air France, c'est les Baoulés, ils partent tous sont là. Il n'y a aucun Baoulé qui dit qu'il n'est pas à Boaké, non. Et puis ce que je voulais vous dire, M. Thier, il faut féliciter Boaké, qui répond dans le sens de notre hymne national. Notre pays est un pays d'hospitalité. Et ces paroles fortes de l'hymne national, je veux que tout le monde s'approprie, parce que j'ai l'impression que c'est une recommandation divine, parce que les paroles de l'hymne national ont été inspirées. Je pense que c'était une source d'inspiration divine. Et lorsque vous acceptez vos frères du nord, de l'est, de l'ouest, et surtout peut-être du nord, comme vous le dites, mais c'est comme si des grâces vous tombent dessus. Ils sont reconnaissants de cette cohabitation? Ils sont là, à Boaké, il n'y a pas de souci avec eux. Moi, je suis un peu gêné parce que je ne vois pas cette population étrangère en réalité qui est peut-être comme une menace. Comme une menace, tout ça. Non, on vit ensemble, on est ensemble. Qui participe au développement, qui paye ses impôts pour ceux qui sont dans le business.
Ils sont à jour, tout se passe très bien. Je n'ai pas encore vu des tracts contre ces étrangers-là pour dire qu'ils ne paient pas les impôts. Bien au contraire, si on les voit circuler librement, et si on les voit participer à des activités, et qui sont associés à tout ce que nous faisons, je pense que je sens bien, et je pense que les institutions ou les services étatiques qui veillent sur l'impôt, comme vous le dites, sont tous aussi à l'aise avec eux. Voilà. Alors, docteur, quand on préparait cette émission, il y a un monsieur qui m'a demandé est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il a une vie de famille stable? Je vous pose la question. Je suis marié, je suis père de 4 enfants et ma vie est tellement stable que la preuve, la jeune fille que j'ai connue quand elle avait 5 ans, c'est elle que j'ai épousée et qui est ma femme aujourd'hui. Détournement de mineurs? Ou bien vous avez attendu qu'elle ait ses 18 ans ou 19 ans? C'est quand elle a eu ses 19 ans qu'on s'est rencontrés. Et depuis 5 ans, vous la guettiez? Ah oui, mais c'était très jeune, c'est ça aussi, être ambitieux. Et puis, c'est aussi être l'ambition. Un homme qui a cette ambition, qui est un homme qui veut être un homme d'État ou un homme politique, il doit savoir gérer, il doit savoir prévoir. Et moi, j'ai prévu parce que je me suis dit, je serai grand un jour, je vais fonder une famille, je fonde la famille avec qui? Et très jeune déjà, je l'ai déjà nourri l'envie et l'ambition effectivement d'être avec cette dame-là. Et puis aujourd'hui, nous sommes ensemble, on vit normalement, il n'y a pas de souci. Elle vous accompagne, elle vous soutient, elle est votre oreiller, comme on le dit? Oui, elle est mon oreiller, elle me soutient, mais elle attend beaucoup. Elle pense que je fais beaucoup pour la et que vous recevez très peu. Je reçois très peu. Et donc, elle me voit tous les jours aller à Boaké, aller à Beauville, aller participer à des activités, aller donner de moi-même tout ce que j'ai. Et vraiment d'être impliqué à 100% dans toutes les activités et que souvent elle est sur ses faits. Mais vous avez été primé quand même. Le président Ouattara, vous avez été primé meilleur artisan de la paix et du développement. Ça devait quand même la rassurer. Elle était très contente. Mais ça, c'est la preuve que quand je quitte ici, que je vais à Boaké, je ne vais pas me balader. Je vais pour travailler pour les êtres humains. Je vais donner ce que je sais de mon amour aux autres humains. Je vais partager ce que j'ai aux autres humains. C'est ça qui m'a valu là. Parce que faire la promotion de la paix vous assure que c'est ce que tous les êtres humains devaient faire, puisque la paix est quelque chose de fondamental. Et Dieu nous aspire à la paix, Dieu nous recommande la paix. C'est une idéal de vie. Tous, nous devons faire la promotion de la paix parce que c'est le socle de tout développement, c'est le socle de toute existence, c'est le fondement de toute vie. Et être déclaré artisan de paix, c'est être, comme on le dit chez les chrétiens, être appelé fils de Dieu. Ça, elle était contente. Mais après, elle veut que ça ne s'arrête pas seulement aux actions de la fondation et que des millions d'Ivoiriens et des millions d'Africains et même pourquoi pas des millions de personnes puissent bénéficier de cette générosité, de cet amour, de mon savoir-faire. Alors, la paix, on en parle. Depuis 2000 jusqu'à ce jour, est-ce que votre pays est vraiment en paix? Monsieur Tien, la paix est une quête perpétuelle. La paix, comme je l'ai dit, est une... Parce que souvent, on parle de réconciliation. L'opposition fait référence tout le temps. C'est devenu quasiment un refrain. Et la réconciliation n'a pas été totale, elle n'est pas assez ce qu'il faut pour que les Ivoiriens ne se régalent plus en chien de faïence. Est-ce que la Côte d'Ivoire a retrouvé la paix qui était sa deuxième religion du temps de Félix Houphouët-Boigny? Moi, souvent, quand les gens parlent de réconciliation entre les Ivoiriens, je me demande de quelle réconciliation parle-t-il? Parce que... On parle de réconciliation quand il y a eu un conflit, oui, et que des gens ont été attaqués, tués, violés, volés. Et puis bon, les victimes vivent avec leur bourreau. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Et donc ça fait que ça crispe un peu l'atmosphère. C'est de ça que tout le monde parle. On dit que les gens sont encore là. Il faut qu'on aille vraiment à la réconciliation. Et qui parle de réconciliation, parle de paix. Ok, alors je vous dis pourquoi ça presse. En tant qu'un acteur de paix,
j'ai fait ma petite enquête et j'ai compris exactement l'essence de la paix. Vous savez, comme je le définis, la paix est un idéal de vie. La paix se construit dans l'esprit et dans le cœur. Mais la paix se nourrit de trois piliers essentiels. La vérité, la confiance et la justice. Ces trois piliers, malheureusement, se retrouvent difficilement en politique. C'est pourquoi en politique, il y a toujours cette paix qui est menacée. Alors que notre vie est gouvernée par les politiques. Et si vous comprenez, si vous voyez bien, chaque fois que la paix est menacée, c'est menacé parce que des hommes politiques ont été à la base. C'est ça. Mais sinon, ce n'est pas des communautés contre des communautés. Ce n'est pas des religieux contre des religieux. C'est plutôt des appartenances politiques qui créent des incompréhensions parce que les trois piliers essentiels qui doivent fonder une paix n'existent pas en politique ou existent peu en politique. La vérité. La vérité, la confiance et la justice. D'accord. La confiance. Ça, c'est intéressant. Oui, la confiance, c'est quelque chose en réalité entre les politiques, ils sont toujours méfiants. Et la justice, si on peut parler de justice, d'égalité ou d'ensemble de lois, souvent la loi est contournée. Et puis, l'autre qui est la vérité, comme je l'ai dit, beaucoup, la mauvaise foi est la chose, malheureusement, mieux partagée en politique. Donc, ces trois piliers qui fondent la paix existent peu en politique. C'est pourquoi on a toujours la paix qui est menacée en politique. Vous ne prêchez pas dans le désert? Je ne prêche pas dans le désert. Je vous ai dit que la paix est un idéal de vie. C'est une quête perpétuelle. Et je vous affirme que la paix définitive n'existe pas sur cette terre. D'accord. C'est la paix durable qu'il faut rechercher. Rechercher cette paix durable en mettant en valeur les vertus de la paix, telles que l'acceptation de la différence, qui est pour moi une opportunité divine. Si Dieu nous a fait différents, c'est pour que nous soyons complémentaires pour avancer très vite. Et c'est de l'amour, la générosité, la compréhension, l'écoute. Ça, si nous faisons, nous pourrons le faire. Personne n'a le monopole de l'intelligence. Mais c'est ensemble que nous construisons une nation solide. Et c'est pourquoi je dis, et j'appelle les uns les autres, aux hommes politiques, que chaque homme a raison d'avoir une vision. Chaque homme a raison d'avoir un projet de société. Mais ce projet de société, c'est toujours pour le bien-être des populations. Si nous ne sommes pas à la tête de la nation, que nous comprenons que notre tour viendra après, mais que nous faisons tout possible que la nation soit stable, que la nation soit en paix. Parce que les hommes que nous gouvernons doivent être vivants et non morts. Quand on vous entend, on a l'impression que votre fondation est un appel divin. Oui, c'est un appel divin. C'est un appel divin. Je vous ai dit une fois, lorsqu'on préparait l'émission, que toutes les religions demandent à ses adeptes, à ses fidèles, à ses adeptes de promouvoir la paix. Quel est le sens de toute vie? Je me dis, suite à l'appel du président de l'Assemblée, du président Félix Houphouët-Boigny, qui disait comme ça, à chaque fois que le journal télévisé passait, que chaque Ivoirien se pose la question, est-ce fait, bien fait ce qu'il doit pour mon pays? Moi, je voulais répondre de façon positive à cet appel. C'est pourquoi j'ai créé la fondation Dr Mousso pour le développement de la paix. Je me dis que si je fais la promotion de la paix, en changeant la mentalité des uns des autres, en les amenant à promouvoir les vertus de paix, ma nation sera en paix et le développement qui sera mené par nos gouvernants sera un développement durable. Pour que mes enfants, pour que vos enfants, pour que les générations à venir se sentent à l'aise et bien. C'est tout, moi, ce que je fais pour la paix. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Effectivement, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. C'est pourquoi il faut que nous appliquions les vertus de la paix, la générosité, l'écoute, le pardon, le partage. Et il y a d'autres choses. À travers ces trois piliers qui fondent la paix, il y a 4 autres éléments qui construisent la paix. Lesquels? Le premier élément, c'est l'humilité. D'accord. L'humilité, comme on le dit, c'est connaître ses limites, qui est la limite effectivement de l'orgueil, l'humilité. Deuxième élément, c'est la tolérance. Troisième élément, c'est, pour ne pas dire
je suis en train d'oublier un peu le troisième élément qui est fondamental, c'est... Vous avez parlé de tolérance, d'humilité. Je parlais de non, mais c'était d'humilité. c'est... Il y a 4 éléments qui est le pardon. Mais avant le pardon, il y a... L'amour. Non, pas l'amour. On n'est pas en direct, c'est ça, sinon ça me fait plaisir. C'est pas grave. Non, c'est important quand même. Hein. Non, c'est très important ce troisième élément. L'âme le plus fort, c'est quoi? Il faut dire que l'âme le plus fort, c'était le dialogue. Le dialogue. Mais je ne sais pas pourquoi elle est sautée. Je ne sais pas pourquoi elle a sauté. Il n'a pas sauté puisque je vous l'ai ramené. Donc je disais que les 4 éléments qui consolident la paix, qui construisent la paix, c'est l'humilité, la tolérance, le dialogue et puis le pardon. Le pardon a quelque chose de fondamental. De divin même, on dirait. Divin. On a plus à gagner en demandant pardon que de recevoir le pardon. Donc le mérite du pardon revient à celui qui demande pardon et non à celui qui reçoit le pardon. Mais le dialogue, c'est le lieu par excellence, pour ne pas dire par excellence, de discute, d'écoute, d'échange et de consensus. Il est toujours nécessaire après tous les conflits. Toujours. Mais il arrive souvent tard parce qu'on n'a pas été tolérant. Parce qu'on n'accepte pas ce que l'autre nous a fait de mal. C'est pourquoi il est important d'être tolérant, de comprendre que l'autre a posé un acte parce qu'il avait des raisons. Comme le disait Sage, il faut comprendre que là où commence votre raison, c'est là que commence votre tort. Et puis l'humilité. L'humilité, c'est de dire, on n'a pas la science infuse. On n'a pas la science infuse. On n'a pas le monopole de l'intelligence. On a eu certainement notre perception des choses, mais qui peut être aussi différente des autres. Il faut accepter en toute humilité. Lorsque vous adoptez les 4 éléments, vous construisez une paix durable. Les élections arrivent. Nous sommes en fin 2024. 2025, votre pays, déjà, on sent les prémices au niveau des discours. Souvent, ce n'est pas agréable. On sent des discours guerriers, des appels inquiétants, ainsi de suite. 2025, c'est l'année électorale qui va définir un nouvel angle politique de votre pays. Artisan de paix que vous êtes. D'abord, comment vous percevez cette arrivée-là et quels sont les conseils que vous comptez donner à tous ces QG de campagne pour que votre pays reste tel qu'il est et qu'on ne coupe pas encore des têtes pour en faire des ballons? Alors, je disais comme ça sur une radio, que je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire de publicité, que les politiques gagneront à gouverner des êtres humains, des êtres vivants, et non des morts. Lorsque vous mourrez pour des appels, moi je suis dans des appels politiques, vous êtes mort, c'est une mort gratuite. Parce que ces politiques viennent parler de réconciliation, mais ils ne parleront jamais de résurrection. Même pas de stèles, même de souvenirs. Ils ne parleront jamais de résurrection. C'est vrai. Et c'est pourquoi je dis, attention, il ne faudrait pas créer la cause dans l'esprit des uns des autres. Il faut plutôt créer de l'espoir. Il faut que les Ivoiriens savent qu'une élection est un jeu avant tout. C'est un moment important qui leur donne le droit d'aller dire oui ou non à la gouvernance de quelqu'un, ou bien à la gouvernance effectivement d'un certain parti, en fait, parti politique. Mais ce n'est pas le lieu d'aller se faire tuer. Non, ce n'est pas le lieu. Mais c'est le langage aussi qui pousse au crime, qui pousse à la désobéissance civile. Mais justement, c'est pourquoi je demande aux uns aux autres, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que la politique gagnera à gouverner des êtres vivants. Donc s'ils préparent déjà des braises, ils vont gouverner qui? Leur beau projet de société, ça sera pour qui? Non, il faut qu'on fasse la politique autrement. Il faut qu'on revienne vraiment aux vertus, pour ne pas dire à la définition étymologique de la politique.
c'est la gestion de la cité au profit de la communauté, au profit du bien-être de la communauté. Et non, gouverner pour tuer les gens. Non, ce n'est pas possible. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je demande surtout aux jeunes qu'en 2025, la Fondation Dr Mousso ne veut même pas lire dans un journal ou bien voir à la télévision un jeune qui est tué suite à l'appel d'un homme politique. Il y a tous les recours. Donc vous demandez aux jeunes de ne plus répondre aux appels à la désobéissance civile provenant des hommes politiques. Pour faire quoi? Nous sommes en Côte d'Ivoire. Il y a effectivement cet appel de désobéissance civile. Il y a des gens qui sont morts. Le pays n'a pas continué de fonctionner. Et le pays a continué de fonctionner. C'est des sacrifices. C'est des sacrifices pour qui? C'est des rituels qu'on fait pour avancer. Qui fait ça? Eh bien, c'est les politiques, comme vous le dites. Ah bon, je ne sais pas si c'est vraiment dans leur rituel, hein, mais je dis aux gens de ne pas servir effectivement de moutons de sacrifice. Et ils ont tout à gagner pour bien vivre dans ce pays. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui travaille, qui a la tâche, qui est en train de donner des infrastructures de base pour construire effectivement une atmosphère durable, paisible, de sécurité, pour que par leur intelligence, ils puissent construire, ils puissent entreprendre. Mais il y a du beau à venir. Pourquoi se donner la mort? Que ce politique qui donne un appel, qui doit entraîner les deux autres, puisse se mettre devant, s'ils pensent que la mort est bien. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de justice. Vous pensez que dans un pays où la justice n'est pas aux ordres et qu'elle est vraiment régalienne, quelqu'un peut avoir le courage d'inciter les autres à la mort sans être inquiété qu'à tout moment, il peut répondre de ses actes? Vous savez, il y a une chose qui est importante dans la vie. Lorsque vous êtes peu à revendiquer, on pense que vous n'avez pas raison souvent. Mais quand vous êtes nombreux à revendiquer la même chose, ceux qui sont en face ne peuvent pas faire du tort. Parce que il faut construire certainement, comme sûrement, des institutions efficaces, avec des hommes à la tête de ces institutions. Est-ce que c'est le cas en Côte d'Ivoire? C'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Vous savez, chaque fois que quelqu'un va au tribunal, qui perd une affaire au tribunal, il va trouver que les gens ont mal jugé. Mais lorsqu'il trouve qu'il a été peut-être, il a eu gain de cause, il dit la justice est bonne. Tous ceux qui ont décrit la justice aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui, une fois, ont salué la justice de Côte d'Ivoire. Je me dis, c'est que c'est bon pour eux qui disent c'est bon. Quand c'est pas bon, ils disent c'est pas bon. Faisons confiance à nos institutions. Elles sont trop fragiles. Non, faisons confiance à nos institutions. Travaillons pour qu'elles soient plus solides. C'est ensemble. Si nous construisons une Côte d'Ivoire de paix, on aura le temps suffisant pour consolider, pour renforcer nos institutions. Qu'est-ce qui a marqué Dr Mousso? Nous sommes quasiment en fin d'émission. Qu'est-ce qu'il veut qu'on retienne de son combat, de son combat sacerdotal? On retient quoi? Il faut retenir ceci, que, comme moi, je voudrais que tous les Africains, et plus particulièrement tous les Ivoiriens, soient des artisans de paix. C'est la chose que nous devons faire le mieux pour garantir notre avenir. C'est pourquoi j'exhorte tout le monde à être des artisans de paix, à être des gens compréhensifs, des gens qui donnent de leur être, de leur savoir-être, de leur savoir-vivre au profit de la communauté. Des gens qui tendent la main aux plus faibles et des gens qui se mettent à la disposition de leur nation pour faire en sorte que d'autres générations puissent vivre heureuses. Et ça, je veux que les gens retiennent de moi, Dr Mousso, que j'ai fait ma part dans l'éducation d'une nation pacifique. Je fais ma part pour promouvoir la paix. Je veux que tous les Ivoiriens fassent de même, mais surtout qu'ils s'approprient les paroles de l'hymne national. Je reviens dessus. Nous sommes dans un pays d'hospitalité. Le pays nous appelle de nous mettre ensemble pour construire dans la liberté la partie de la vraie fraternité. Et cette partie de la vraie fraternité, c'est un gage du bien-être de nos populations, de nos jeunesse. Alors, c'est bien d'être à votre école. Vous êtes fier d'être ivoirien? Doublement. Et pourquoi?
Parce que je n'ai pas demandé à être ivoirien, mais Dieu a fait de moi un ivoirien. Donc je suis reconnaissant en Dieu. Deuxièmement, la Côte d'Ivoire m'a tout donné. C'est à moi de donner tout à la Côte d'Ivoire. Je suis allé en paix à l'école. Je suis entré vivre en paix. Je dois faire en sorte que, après moi, ce pays soit en paix. Je suis très fier d'être ivoirien. Et je remercie Dieu d'avoir fait de moi un ivoirien. Et vous êtes fier d'être ivoirien. Je vous donne la possibilité maintenant de vous exprimer, de laisser un message à la population de Bouaké qui vous a adopté. Alors, en toute reconnaissance, en tant que fils de Bouaké, je voudrais sincèrement me donner, pour ne pas dire, me mettre à la disposition entière de Bouaké, de faire de moi ce que la population veut. Je suis prêt à les assister, je suis prêt à mener leur mission, mais surtout pour leur bonheur. Parce que je suis avec cette population depuis longtemps et le moment est venu pour que je lui sois reconnaissant. Docteur Mousso est à votre entière disposition. Faites de moi ce que vous voulez et je vous répondrai favorablement pour votre bien-être. Nous étions avec un grand artisan de la paix. En Europe, en France, on dit c'est l'armée du salut. Emmaüs, le monsieur qui a la main sur le cœur, il a ses oreilles tendues à tout ce qui est cri de détresse, pas seulement que pour les gens de Bouaké. Quand on l'entend parler, il veut une Côte d'Ivoire de paix. Il veut une Côte d'Ivoire débarrassée des oripeaux de conflits pour que ses enfants, les miens, ceux qui me regardent, leurs enfants, demain, on leur laisse un pays débarrassé de tout conflit pour que la paix qui était la deuxième religion du temps du Faux-Boigny, cette paix revienne consolider cette Côte d'Ivoire qui coûte très cher à notre invité, à qui on voudrait lui dire merci de nous avoir acceptés. Merci M. Etienne et encore merci pour cette opportunité et je reste, comme le dit, à votre entière disposition pour promouvoir la paix en Côte d'Ivoire et dans la nation, dans tout le monde. Portez-vous bien. Nous avons été heureux de venir le rencontrer chez lui à la maison. Il s'appelle Dr Mousso Ambroise. C'est tout un honneur. Vous étiez à la table des rois. Vous venez de manger le bon plat parce qu'il nous l'a servi. Moi, j'en ai goûté. Et puis on s'est dit à très bientôt pour un nouvel invité des grandes rencontres de Joël Etienne. Merci bien, docteur. Merci. Merci beaucoup. Merci.